Bonsoir. Mesdames, Messieurs, je vous invite à bien vouloir vous lever afin d'accueillir la conférencière de ce soir, Madame Dominique Schnapper, accompagnée du général de corps d'armée de Corée-du-Sud. Je vous en prie, veuillez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Bien, madame, chers amis, bonsoir. Bienvenue donc pour ces deuxièmes lundis de l'IHEDN de la saison 2017-2018. Avant de présenter notre invitée de ce soir, madame Dominique Schnapper, quelques nouvelles, quelques informations sur notre institut et plus largement d'ailleurs sur la communauté IHEDN. Je commencerai par quelques informations sur les activités de l'Institut lui-même pour vous indiquer que sur le plan international, nous avons clos il y a une dizaine de jours la session internationale Amérique latine avec une trentaine de responsables civils et militaires de ce continent. Nos sessions nationales, elles, ont poursuivi leur connaissance, leur découverte de l'outil de défense, avec notamment des présentations de l'armée de terre à Satori et des visites de régiments de l'armée de terre, donc fin octobre. La semaine dernière, c'était une visite de la division, la direction des applications militaires du centre de l'énergie atomique à Bruyères-le-Châtel. Cette semaine, une session nationale ira visiter la Marine nationale et notamment la Force océanique stratégique à Brest, avant de poursuivre par d'autres visites, notamment l'armée de l'air, dans les prochaines semaines. La session nationale enjeux et stratégie maritime, elle, était pour son deuxième séminaire à Toulon le week-end dernier. Sur le plan régional, puisque nous déclinons nos sessions et nos formations sur le plan régional également, s'est ouvert donc la semaine dernière la 210e session en région qui, pendant une vingtaine de jours, va se dérouler jusqu'au 15 décembre à Nancy, Chaumont, Charleville-Mézières, pour se clore donc le 15 décembre, 14 et 15 décembre à Sedan. Pour les autres séminaires, je peux citer la clôture la semaine, il y a une dizaine de jours aussi, pardon, du 104e cycle jeune à Dijon, puisque nous avons 6 cycles jeunes par an, avec les prochains qui démarreront donc début 2018 en région parisienne. Et puis, je peux citer, dans le domaine de l'intelligence économique, la semaine dernière, la clôture du 58e cycle intelligence économique et stratégique. Le prochain démarrera le 5 décembre. Et enfin, le 14e séminaire, on rejoint le sujet de ce soir, 14e séminaire cohésion nationale et citoyenneté. Nous en faisons 2 par an actuellement, donc qui a démarré le 7 novembre et s'y terminera le 11 décembre au Sénat normalement. Je vous parlais de l'Institut, mais je veux parler aussi de la communauté IHEDN plus largement, pour dire que, notamment cette semaine, je peux citer dans le cadre de cette communauté IHEDN, le 16 novembre prochain, le fonds de dotation de l'IHEDN qui conduit une journée de cohésion nationale et citoyenneté, lui aussi à Châteauroux, j'y me rendrai moi-même d'ailleurs, et le même jour, l'après-midi, le colloque annuel de la chaire économie de défense du fonds de dotation de l'IHEDN sur le financement de la défense, et qui sera clos d'ailleurs par la ministre des Armées, Madame Florence Parly. Le même jour d'ailleurs, enfin le soir en l'occurrence, l'ANAGE, l'Association nationale des auditeurs jeunes, organisera, elle, une conférence ouverte au public sur la garde nationale. À plus long terme, je peux citer le 30e anniversaire des trinômes académiques, avec la participation importante de nos associations régionales, le 22 novembre, la semaine prochaine. Et enfin, je signale 2 dates importantes pour la communauté IHEDN. Le 7 décembre, la journée des dirigeants des associations. Et enfin, le forum des auditeurs, le forum des études des auditeurs des associations IHEDN, le 8 décembre en région parisienne. Alors, j'en reviens quand même à nos lundis de l'IHEDN pour rappeler quand même qu'au-delà des participants que vous êtes ici dans cet amphi et peut-être d'ailleurs dans 1 ou 2 autres amphis, en fonction des arrivées qui se poursuivent, eh bien, ce sont comme d'habitude un certain nombre de sites qui nous suivent en direct et que je salue. Alors ce soir, je ne vais pas faire la liste des 27 sites qui nous suivent en direct, simplement citer plus particulièrement les 2 sites à l'étranger, à Bruxelles, à Mons plus exactement d'ailleurs, à Chep et à Luxembourg,
Luxembourg, où normalement, me dit-on, notre ambassadeur de France au Luxembourg est venu nous écouter, et je le salue donc tout particulièrement. Et puis citer aussi ce soir le fait que nous rejoint donc un 27e site à Perpignan. Donc je les salue aussi plus particulièrement. Nous avons dans les lundis de l'IHEDN des thèmes liés aux relations internationales, et dans ce cadre-là, nous avons eu au cours de l'année 2017 l'ambassadeur Gérard Haraud, l'ambassadeur Hervé Latsous, on peut parler aussi de M. Hesbourg, domaine de l'espace, on avait invité l'astronaute Jean-François Clairvoy, nous avons accueilli il y a un peu moins d'un mois le politologue Olivier Roy sur la radicalisation et le terrorisme, mais la mission de l'IHEDN, dans son décret, c'est de développer l'esprit de défense. C'est ce que nous faisons notamment dans des thématiques développées dans nos sessions, mais aussi à travers des séminaires particuliers comme la cohésion, les séminaires cohésion nationale et citoyenneté. Nous le faisons à travers des interventions, des colloques, des lundis de l'IHEDN. Et de ce point de vue-là, je peux associer, il y a presque un an, Pierre Nora avec Métamorphose de l'identité nationale, ou en début d'année, 23 janvier, M. Benjamin Stora sur immigration d'hier à aujourd'hui. Mais en ce 13 novembre, où nous avons en tête, nous avons en mémoire, il y a 2 ans, jour pour jour, les événements dramatiques des attentats terroristes à Paris, nous avons donc un devoir de mémoire envers les victimes et puis envers leurs familles, leurs proches. Nous avons surtout un devoir de réflexion et d'action sur à quoi nous tenons, ce que nous voulons défendre. Et il nous a paru opportun, à cet effet, d'inviter Madame Dominique Schnapper, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre honoraire du Conseil constitutionnel, que je remercie tout particulièrement d'avoir honoré notre invitation. Madame Schnapper, je ne vais pas développer toute sa biographie et sa bibliographie. Je vais simplement indiquer qu'elle était diplômée de l'Institut d'études politiques, licenciée en histoire et en géographie, doctorat sociologie, docteur lettres. Beaucoup de présence à l'École des hautes études en sciences sociales, dont elle est directrice d'études depuis 1981, tout d'abord en ethnosociologie des sociétés modernes et depuis 1995-1996 en sociologie de la citoyenneté. Madame, vous avez été également membre du conseil d'administration de cette école. Vous avez été présidente de la Société française de sociologie. Vous avez été régulièrement invitée, associée à de grands travaux. Je peux citer parmi certains le fait que vous avez été membre de la commission de la nationalité sous la présidence de Marsolon en 1987, membre du groupe de travail sur le service national, le secrétariat général de la défense nationale sous la présidence de Jean Pic en 1995, membre de la commission de l'éducation sous la présidence de Roger Fauroux et, plus récemment, membre du Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. Vous avez beaucoup écrit ou publié. Je ne prendrai que les dernières publications ayant trait au sujet de ce soir, notamment depuis 2000. Qu'est-ce que la citoyenneté en 2000 ? La communauté des citoyens en 2003. Qu'est-ce que l'intégration en 2007 ? L'engagement en 2011. L'esprit démocratique des lois en 2014. Où va notre démocratie en 2014 ? Et l'année dernière, la République aux 100 cultures. Madame, je le rappelais il y a quelques instants, nous avons en mémoire ce à quoi nous tenons, ce que nous devons défendre. Et 2 jours après le 11 novembre, 2 ans après les événements du 13 novembre, eh bien, nul mieux que vous ne pouvez nous parler de cet esprit de défense, de cette cohésion nationale et de ce qui est lié, la volonté politique. Et donc, c'est sur ce thème que nous sommes maintenant tout particulièrement à votre écoute. Merci, Madame. Dites que vous. Je vous remercie, mon général, de cette présentation qui me fait prendre conscience du temps qui passe. Mais ce n'est pas une nouveauté. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à l'école militaire, où je trouve que les militaires ont l'esprit beaucoup plus libre que les intellectuels maintenant. Et puis, j'ai eu
un grand moment, le jour où je suis entrée par cette porte et où 800 gendarmes d'un seul élan se sont levés. Et c'était très aimable de leur part, mais dans l'université, il y a tellement longtemps que les étudiants ne se lèvent plus que ça a été un moment d'émotion. Bon, cela dit, je vais venir à des choses sérieuses, c'est-à-dire l'esprit de défense, la cohésion nationale et la volonté politique. Nous nous sommes mis d'accord avec les organisateurs de cette conférence sur ces trois termes. Et évidemment, il ne vous a pas échappé que ces trois termes sont étroitement liés les uns aux autres, mais de manière un petit peu différente. Et donc, je voudrais d'abord rapprocher esprit de défense et volonté politique, parce qu'il me semble que ces deux termes désignent en fait la même chose ou dans un vocabulaire un peu différent. Il ne peut pas y avoir d'esprit de défense s'il n'y a plus la volonté politique de la nation ou de l'organisation politique, de l'entité politique dans laquelle on est. Une nation, c'est une forme d'organisation qui est politique et qui doit être politique et doit le rester. Et si elle veut garder cette volonté politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire la volonté d'affirmer ses valeurs et de défendre ses institutions. Parce que toute nation se définit en effet, bien sûr, vous avez toujours entendu parler du référendum de tous les jours, moi aussi. Mais ce qui me paraît plus important, ou au moins aussi important que le référendum de tous les jours, c'est la volonté de partager ensemble des souvenirs communs, de vouloir prolonger une histoire qui est spécifique, puisque toute nation est spécifique, et de défendre des institutions. Et par rapport à toute la littérature sur la nation et la volonté nationale, je voudrais souligner l'importance de ce que sont les institutions, à savoir les institutions politiques, l'armée, la police, la justice, l'éducation et toutes les manières spécifiques que nous avons de vivre ensemble. Être démocrate, c'est bien sûr avoir le goût de la liberté politique, mais c'est surtout et avant tout respecter les institutions démocratiques. Et pour respecter les institutions démocratiques, il faut respecter l'ensemble des institutions par lesquelles nous vivons ensemble. Or, dans chaque nation, toutes ces institutions sont spécifiques et créent une forme spécifique de vivre ensemble. Nous vivons ensemble d'une certaine façon, parce que nous respectons certaines institutions, que nous prolongeons une certaine histoire et que nous avons la volonté de prolonger cette histoire. Et toute nation est spécifique par son histoire et par ses institutions, et c'est bien là le problème de la difficulté de construire l'Europe. Donc, nous pouvons, à partir de ces rapides indications, avancer que l'esprit de défense est l'expression privilégiée de la volonté politique qui définit la nation ou la société politique à laquelle nous appartenons. Or, aussi bien l'esprit de défense que la volonté politique ont pour condition d'existence et de perpétuation un minimum de cohésion sociale. C'est-à-dire que la cohésion sociale, je partirai donc dans mes réflexions de la cohésion sociale elle-même, en tant qu'elle est la condition de la volonté politique et de l'esprit de défense. C'est-à-dire que sans cohésion sociale, nous n'avons ni volonté politique, ni esprit de défense. Et donc, je vais vous présenter quelques analyses de sociologues sur les évolutions récentes de la société, avant d'en tirer non pas des conclusions, mais des interrogations sur ce qu'est aujourd'hui et ce que peut devenir l'esprit de défense et la volonté politique de nos sociétés démocratiques aujourd'hui. Donc je pars de cette interrogation sur ce que devient la cohésion sociale au
XXIe siècle. Et pour le comprendre, je crois qu'il faut repartir non pas à la Révolution française, encore que, si on avait le temps, mais j'ai 45 minutes, donc on laissera la Révolution française, mais malgré tout, je crois qu'il faut repartir à ce qui a formé la cohésion sociale depuis la Seconde Guerre mondiale. L'État-providence qui a suivi la Seconde Guerre mondiale s'est construit autour d'un cercle vertueux, accroissement de la production et de la productivité, plein emploi, protection sociale de plus en plus étendue. C'était une protection de nature assurantielle. Les actifs contribuaient par l'intermédiaire de leurs cotisations à une redistribution en faveur des non-actifs, qu'ils fussent non-actifs à cause de leur âge, trop jeunes ou trop vieux, ou de leur état de santé, malade ou accident du travail. La cohésion sociale était ainsi assurée par ce système de redistribution des ressources produites par le développement économique. Alors, en dehors de ce système de redistribution sociale de nature assurantielle, il y avait aussi l'aide sociale, qui, au sens étroit du terme, qui correspondait à une intervention complémentaire au nom de la solidarité nationale en faveur de ceux qui, pour des raisons variées, ne pouvaient pas participer à la redistribution des richesses. Et cette expansion de l'État-providence a connu son apogée en 1975, quand la sécurité sociale s'est étendue à deux catégories qui ne l'avaient pas connue jusqu'alors, les artistes et les personnes handicapées. Alors, il apparaît rétrospectivement que les ressources qui permettaient cette redistribution à la source de la cohésion sociale étaient étroitement liées à l'activité professionnelle dans tous les pays de l'Europe occidentale. Et il est clair qu'à partir du milieu des années 70, ce cercle vertueux a cessé d'être tout à fait vertueux. Parce que, pour une première raison, qui est évidemment l'importance du chômage, je vais y revenir. Ce qui a remis en question ce cercle vertueux, ce qui a rendu du coup la cohésion plus fragile, c'est évidemment d'abord le chômage. Le chômage, vous savez que le chômage est particulièrement pesant sur les jeunes, dans tous les pays, mais c'est plus le cas en France. Or, le travail est le grand intégrateur de l'emploi et le grand intégrateur de nos sociétés productivistes. D'autre part, ce chômage n'était pas également réparti dans la population, et ceux qui en étaient particulièrement les victimes, ça a été non seulement les jeunes, mais en particulier parmi les jeunes, ceux dont les parents avaient immigré au cours de la période des Trente Glorieuses et qui se trouvaient du coup cumuler des handicaps sociaux, l'origine sociale modeste, des parents qui connaissaient mal les codes sociaux, en particulier ceux de l'école. Et l'école en France, il faut savoir, hein, ça ne va pas de soi. La résidence dans des lieux appauvris et progressivement marginalisés. Et donc, il s'est imposé, en plus de la réalité elle-même, la perception d'une intégration sociale qui semblait affaiblie par l'effet de l'immigration. Et c'est pourquoi, de plus en plus, on a attribué un grand rôle à l'immigration et à ses suites dans cet affaiblissement de l'intégration sociale. Mais ces conditions matérielles qui étaient liées au chômage et qui a fait que la redistribution sociale, au lieu d'avoir un caractère assurantiel, a de plus en plus eu un caractère d'assistance. Or, l'assistance ne respecte pas la dignité de celui auquel elle est adressée. Autant l'assurance consiste à une redistribution qui paraît non seulement légale mais légitime, autant l'assistance a pour effet pervers, quelle que soit sa nécessité souvent, d'humilier ceux qui en sont les bénéficiaires. Donc à cette première cause de l'affaiblissement de la cohésion sociale, s'est ajouté ce qu'on peut regrouper sur le terme de la perte de confiance envers les institutions. Et dans l'introduction, je vous ai dit l'importance qu'avaient les institutions. Et elles sont les institutions politiques
sont particulièrement importantes en France, qui est un pays très politique, ça c'est depuis la Révolution française, et où, depuis le XIXe siècle, les vagues successives des immigrés se sont intégrées par l'intermédiaire de l'école et du système politique. De sorte que le système politique bloqué, qui a été en tout cas le cas jusqu'à 2017, soyons optimistes, ont donné aux femmes, aux jeunes et aux descendants d'immigrés peu de possibilités de participer à la vie publique. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé comme ça sur l'effort des descendants d'immigrés pour participer dans les partis politiques, pour entrer dans la vie publique, et qui ont montré la difficulté, non pas, comme on dit généralement, par racisme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sens, mais simplement par défense de ses propres places. D'autre part, un autre trait, donc ce blocage du système politique a été grave pour la cohésion sociale en France. On peut espérer qu'une certaine ouverture, depuis l'année 2017, viendra modifier cette caractéristique. Ce qui reste vrai, en général, c'est l'affaiblissement du patriotisme et d'autre part, ce qui apparaît à tous les descendants d'immigrés et à beaucoup de couches de la population, comme le laxisme des mœurs, l'introduction de dispositions du droit familial qui paraissent contraires à la tradition et qui troublent particulièrement les catégories populaires. Ce qu'on appelle la tolérance culturelle, l'ouverture culturelle, est beaucoup plus une caractéristique des catégories supérieures que des populations modestes. Et je crois qu'on a là une des sources du vote protestataire du Front National. Or, dans le cas des populations descendantes des immigrés, les immigrés, par définition, viennent de sociétés beaucoup plus traditionnelles que la nôtre. Et d'autre part, dans l'épreuve que constitue l'immigration, on observe toujours le repli sur les valeurs familiales, qui sont une espèce de compensation à la dureté de la vie publique, à laquelle elles sont moins habituées. Et donc, on a vu dans les populations qu'on appelle issues de l'immigration une double réaction, soit un refus, un repli quelque peu pathologique sur la tradition et le refus d'admettre la transformation, ou au contraire, l'abandon de toute espèce de normes, puisque tout est possible, tout est permis, et il n'y a plus de contrôle sur les enfants. Dans les deux cas, ces deux attitudes ont été préjudiciables à la socialisation de leurs enfants. Et, outre ces trois facteurs, de manière beaucoup plus générale, les valeurs mêmes de la démocratie ne favorisent pas l'intégration ou la cohésion sociale. Les grandes instances de l'intégration stato-nationale de l'État et de la nation, c'est-à-dire les grandes écoles, l'armée, la justice, sont aujourd'hui soumises à des contestations. Ni dans l'école, ni dans la justice, l'autorité n'est acceptée en tant que telle, elle doit se conquérir, elle n'est pas donnée par la situation. Et la critique radicale des institutions, le manque de confiance à l'égard des institutions, se porte particulièrement sur toutes les institutions politiques qui sont le lieu de la gestion du collectif. Comme vous savez, dans toutes les enquêtes d'opinion, l'institution qui est la moins appréciée, et de loin, et de toutes les institutions, c'est celle des partis politiques. Celle qui est le plus appréciée, c'est la police, mais ça ne se dit pas parce que c'est considéré comme un secret. Donc, l'État, ce qui est centralisé et centralisateur en France, est aujourd'hui mal considéré, non respecté en tant que tel, quelque peu éclaté, de sorte qu'il intervient de plus en plus et dans de plus en plus de domaines et qu'il assure mal la régulation des acteurs qui agissent en son nom. Alors cette critique, cette attitude démocratique de contestation des institutions pousse à l'extrême le principe du citoyen. Le citoyen, il est critique par nature. On est citoyen dans la mesure où on critique effectivement l'organisation politique. Quand la critique devient extrême,
et qu'elle entraîne le non-respect des institutions, on peut penser qu'il s'agit d'une dérive et d'un danger pour l'ordre démocratique. Et donc cette critique des institutions se conjugue avec les effets sociaux de la crise économique et de la fin de l'organisation qui garantissait le plein emploi. Elle se conjugue avec la fin de l'institution des relations familiales, l'affaiblissement des solidarités obligées entre les membres de la famille, entraîne l'amenuisement des autres relations sociales. Le chômage remet en cause la dignité des individus. Je voudrais alors cette description ou cette évocation renvoie à ce qui caractérise nos sociétés, c'est-à-dire nous sommes dans des sociétés individualistes et bien souvent on oppose l'individualisme démocratique à la nécessité ou à l'espoir de l'intégration sociale ou de la cohésion sociale. Et il me semble qu'il faut remettre en question cette position. Ce qu'on appelle la crise de la cohésion, le problème de la cohésion sociale ou la crise du lien social, ce qui veut dire la même chose, autorise en réalité le développement de toutes sortes de libertés nouvelles. Et il ne faut pas démonétiser la liberté exceptionnelle dans l'histoire que les sociétés démocratiques assurent à leur monde, à leurs membres. Et l'individualisme n'est pas en tant que tel contraire à l'intégration sociale. Cela dit, l'individualisme qui implique de s'inventer soi-même continuellement, d'avoir la responsabilité de choisir ses ancêtres, son identité, ses références, ses amours, son conjoint, sa morale, n'est pas une capacité qui soit également répartie dans toute la société. Elle est, comme la tolérance culturelle, essentiellement le fait des classes moyennes et des classes supérieures, mais elle laisse de côté les plus pauvres, les plus marginaux ou les plus humiliés, qu'il s'agisse des ouvriers, des assistés. J'ai fait allusion tout à l'heure à la transformation de l'État-providence d'assurance en assistance, d'une partie des descendants de migrants. Une partie, car il y a aussi une autre partie des descendants de migrants qui participent pleinement à la société. Ceux-là, les plus marginaux et les plus pauvres, ou les plus humiliés, ne disposent pas de la même liberté. De sorte que l'individualisme de nos sociétés a pour effet pervers de favoriser objectivement, c'est-à-dire sans le vouloir, l'intégration de ceux qui ont déjà hérité d'une socialisation familiale forte. Les institutions fortes, qu'il s'agisse de l'école, de l'État, de l'armée ou de la justice, élèvent ou protègent ou défendent les plus faibles. Les institutions fortes sont le refuge des plus faibles. Les institutions, au contraire, affaiblies, contestées, laissent à la socialisation par la famille et à l'héritage familial, à l'héritage économique, à l'héritage culturel, un rôle prépondérant qui tend à accentuer les inégalités sociales qui sont liées au milieu de naissance. Donc la cohésion sociale ou le lien social de type individualiste, c'est-à-dire celui qui caractérise nos sociétés, est positive pour tous ceux qui ont déjà intériorisé par leur héritage ou leur éducation les normes de la société. Les lois fortes, c'est Aristote qui disait « les lois fortes protègent les faibles ». Moi, je traduis en langage sociologique, les institutions fortes protègent les plus faibles. L'affaiblissement du règne de la loi favorise les plus puissants. Les sociétés où le contrôle social est défaillant fragilisent les plus vulnérables. Et par conséquent, en conséquence de ces analyses, les populations modestes, parmi lesquelles les descendants de migrants, sont les premières victimes des modalités de la cohésion sociale dans la démocratie d'aujourd'hui.
Les descendants de migrants sont des populations dépourvues de capital hérité, de capital économique, culturel, de capital de relations. Elles sont particulièrement heurtées par le laxisme des mœurs qui est contraire à la conception traditionnelle des rapports entre les sexes et les générations. Et la relativité des valeurs à laquelle nous adhérons tous comme démocrates, qui imprègne notre esprit du temps, enfin l'esprit du temps, agit dans le même sens. Le monde démocratique, comme j'ai essayé de le montrer dans l'esprit démocratique des lois, risque de dériver vers une indistinction des personnes, une indistinction des valeurs, une indistinction des institutions, et donc de remettre en question les catégories claires en fonction desquelles les individus se conduisent, adoptent des normes, portent des jugements de valeur et respectent les lois, les autres et les institutions. Or, cette indistinction, ce risque d'indistinction, cette tendance vers l'indistinction qui veut dire que tout se vaut, que ton opinion vaut la mienne, qu'il n'y a pas d'expert, que d'ailleurs il n'y a pas de vérité, toute cette définition de rôle aussi des parents, des enfants, des oncles, des tantes, tous ces rôles familiaux qui organisaient la vie des individus, tout cela qui est remis en question par la relativité des valeurs et qui risque de sombrer dans l'indistinction, rend difficile l'intégration ou la cohésion sociale pour des héritiers des cultures traditionnelles, que d'ailleurs ils soient descendants d'immigrants ou qu'ils soient simplement des milieux traditionnels qui ont le sentiment qu'il n'existe plus une véritable cohésion sociale, c'est-à-dire qu'il n'existe plus un monde commun de représentation du monde, de valeurs partagées, d'intérêts au sens large du terme communs à tous, en fonction desquels les individus dans nos sociétés peuvent juger, se conduire et respecter les valeurs, les institutions et les conduites par lesquelles se perpétue de génération en génération une société donnée. Alors, à partir de ces observations ou de ces analyses, sur les formes que prend l'évolution de la cohésion sociale ou les formes de l'intégration sociale, les termes sont équivalents. À partir de ces analyses, comment peut-on penser le problème de la volonté politique et de l'esprit de défense? Les nations sont toutes nées de la guerre ou de la violence, enfin de la violence et des guerres. L'effort européen de construire, non pas à partir d'une guerre, mais à partir d'une paix commune, une entité politique qui dépasse ou qui transcende le niveau national est sans exemple dans l'histoire. Et ça n'ôte rien à sa qualité morale, ça nourrit simplement une certaine inquiétude sur sa possibilité, puisque ce qui n'a pas d'exemple dans l'histoire peut évidemment arriver, mais ça peut tout de même être un petit peu inquiétant. Or, les guerres ont eu sur la cohésion sociale toujours un effet qui est de rassembler le peuple autour de la défense du territoire et de faire prendre conscience au peuple de ce qu'il avait en commun et de ce qu'il pouvait, autour de quoi il pouvait se rassembler pour défendre sa société face à d'autres. Aujourd'hui, l'horizon de la guerre a disparu des jeunes générations. Je fais partie des derniers pour lesquels l'expérience de la Seconde Guerre mondiale est encore une expérience et non pas un fait des manuels d'histoire. Non pas qu'il n'y ait pas eu des guerres dans le monde, mais elles n'ont pas concerné directement la France, puisque même les guerres coloniales
se passait en dehors de l'Hexagone, mais qu'il y a eu beaucoup de conséquences. Mais enfin, malgré tout, l'expérience de la guerre telle que les Européens l'a connue au cours des siècles est un peu sortie de l'horizon mental ou intellectuel de la plupart des jeunes générations. D'autre part, il n'y a plus aujourd'hui de conflits majeurs ou idéologiques, sauf quelques attardés, sur la conception du bien à l'intérieur des sociétés providentielles, qui se définissent par l'idée que la vertu cardinale qui nous unit tous est celle de la tolérance. Les religions séculières ou politiques, qui étaient portées par un État puissant à vocation totalitaire, ont disparu de l'horizon politique immédiat. Alors bien sûr, le patriotisme national et partisan, qui avait conduit aux excès nationalistes et partisans du siècle précédent, comme les passions religieuses des siècles du passé, ce patriotisme est affaibli et démonétisé. La nation est confondue avec le nationalisme régulièrement. Le patriotisme est un mot qui est un peu sorti d'usage. Donc, les sociétés ne bénéficient, je mets évidemment entre guillemets, vous me comprenez, ne bénéficient pas de cette source de cohésion sociale qu'est le sentiment d'un danger commun, que ce soit un danger extérieur ou un danger intérieur. Alors on peut se demander si aujourd'hui le djihadisme musulman peut redonner ce sentiment de ce que nous avons en commun face à ceux qui veulent le détruire. Est-ce que les moments de réaction aux attentats se prolongent par une conscience redevenue plus aiguë de le sentiment national, la citoyenneté et de la nécessité où nous sommes de vouloir les défendre si nous voulons garder la société dans laquelle nous vivons et à laquelle nous sommes attachés. S'il n'y a plus de guerre pour entretenir donc l'esprit de défense, en même temps, les démocraties actuelles n'organisent pas de réponse collective et institutionnalisée à la demande de sens et à les questions en métaphysique sur l'existence, et elles ne remplissent pas le rôle qu'avaient joué dans le passé les États traditionnels et les églises traditionnelles et l'État patriotique. La religion était le ciment, il reliait, selon son terme, les hommes, ils étaient des facteurs de cohésion sociale. Le patriotisme, qui a pris la suite du facteur religieux, unissait les individus autour de la patrie. Aujourd'hui, ni les églises, ni l'État ne remplissent ce rôle. Pour une raison fondamentale, c'est que la légitimité de la tradition n'est plus acceptée dans les siècles démocratiques qui sont tendus vers l'avenir. Et donc les démocrates risquent de ne plus avoir la volonté de se défendre parce qu'ils risquent de perdre le sentiment qu'ils prolongent une histoire commune, parce qu'ils risquent de ne plus partager le même idéal, puisque tout se vaut, on est dans le relativisme, ou qu'ils ne partagent plus les mêmes passions, puisque nous sommes revenus à une raison démocratique un peu pauvre, qui ne se rend pas compte des valeurs qui sont impliquées par l'idée démocratique. Et donc, nos sociétés risquent de dériver vers la seule recherche du bien-être, le bien-être de ses membres, le bien-être matériel, le bien-être moral, mais le bien-être avant toute chose, plutôt que la conscience des valeurs communes et la volonté de les défendre. Ne partageant
plus le même idéal, puisque chacun peut cultiver le sien, ne partageant plus les mêmes passions, puisque tout se vaut, il risque de rester vide par rapport à des mouvements transnationaux en dehors des nations démocratiques qui, eux, ont des convictions fortes et qui ont la volonté de les imposer par la violence. Or, si nos sociétés sont dépolitisées, c'est-à-dire n'ont plus cette volonté politique, elles ne peuvent plus se défendre. Or, aucune société, même la société industrielle, même la société moderne, même la société post-industrielle, post-moderne ou providentielle, ne devrait pas évacuer le politique en tant que lieu de la transcendance des intérêts particuliers, lieu des choix collectifs légitimes, source de la volonté de se défendre contre les menaces extérieures. Si les sociétés démocratiques d'aujourd'hui, les sociétés démocratiques européennes, ne peuvent pas plus que les autres exister sans ce lieu du politique, c'est-à-dire ce lieu où sont transcendés les intérêts particuliers des individus ou des groupes, où se concrétisent par des institutions les valeurs communes, ce lieu à partir duquel les sociétés peuvent conserver la volonté d'exister, la volonté d'affirmer leurs valeurs, donc la volonté de se défendre, car le monde en dehors des sociétés démocratiques européennes reste un monde de violence. Et si on ne sait pas répondre par la fermeté à la violence, les sociétés risquent toujours de disparaître. Le politique ne peut pas consister seulement à produire des biens et des services et à redistribuer les ressources produites par cette activité. Je suis partie de la cohésion sociale de l'État-providence. Et la cohésion sociale ne peut pas être seulement celle de l'État-providence. Ni le pouvoir des nations européennes, ni l'Europe en tant qu'entité politique ne devraient se résigner à seulement gérer et contrôler la production, à régler la redistribution qu'assure l'État-providence et à contrôler l'application des droits de l'homme par les cours européennes de justice, sans avoir la source de la légitimité démocratique que nourrit le mécanisme de l'élection des gouvernants et qui permet d'assurer la permanence du politique. Alors, si la redistribution des ressources qui assure la dignité de tous et en particulier de tous les citoyens est sans doute une condition de l'existence de la société démocratique, puisque en deçà d'une certaine condition économique, il n'y a pas de citoyen possible. Pour être effectivement citoyen, il faut disposer de conditions matérielles d'existence qui assurent la dignité de l'individu. Donc il ne s'agit pas de mépriser ou de marginaliser tout l'ensemble des politiques qui se donnent pour but d'assurer la dignité de tous les citoyens. Mais donc l'État-providence est une des conditions de l'existence d'une société démocratique. Mais elle ne peut pas en être la seule dimension, le seul objet ou le seul but. Les démocrates ne doivent pas être seulement des producteurs, des consommateurs ou des ayants droit. Ils doivent former une communauté de citoyens, c'est-à-dire réunir dans un espace public commun à tous les membres d'une société, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs conditions sociales, quelles que soient leurs origines historiques, quelles que soient leurs origines régionales, quel que soit leur sexe,
quelles que soient leurs conditions intellectuelles ou sociales. Parce que c'est cet espace commun de la citoyenneté où se règlent les problèmes qui se posent à la collectivité. Et le premier problème qui se pose à la collectivité nationale, c'est évidemment celui de sa survie. Et s'il n'y a pas la prise en main du problème de sa survie, aucune des autres caractéristiques de la société démocratique auxquelles nous sommes attachés ne peuvent se maintenir. Et donc le politique est la condition d'existence, la condition d'existence du mode d'existence des sociétés démocratiques. Je vous rappelle que dans l'histoire, on n'a jamais connu de société plus riche, plus libre et plus tolérante que les nôtres. Et donc, il faut en prendre conscience pour penser la nécessité de la volonté politique et l'espoir que l'esprit de défense permettrait de les maintenir. Alors, ce qu'on appelle dans la tradition française la République, c'est-à-dire le lieu où s'exerce la citoyenneté, le lieu où se prennent les décisions collectives qui indiquent un but et qui donnent la ligne des décisions, n'est pas nécessairement nationale comme elle l'a été jusqu'à présent, où elle l'est encore. La coïncidence entre la nation et la citoyenneté, qui définit les États-nations d'aujourd'hui, n'est pas la fin de l'histoire dans aucun sens du mot fin. Le lien entre État-nation et société organisée par la citoyenneté, ce lien est historique et il n'est ni logique ni nécessaire. Autrement dit, la société peut s'exercer au niveau supranational ou au niveau infranational. Mais quel que soit son niveau, le national où il existe aujourd'hui, l'infranational où certains régionalistes, pas en France mais dans d'autres pays, veulent construire une citoyenneté à un niveau infranational, ou supranational, le projet européen, il faut toujours un lieu du politique où se prennent les décisions, où se décident les arbitrages, un lieu qui dispose des moyens pour les imposer, ces choix et ces arbitrages, pour les imposer de manière légitime, reconnue légitimement par les citoyens, un lieu, en un mot, où s'exprime la volonté de tous les membres de la société d'exister ensemble, de se défendre pour continuer à exister ensemble et pour défendre les valeurs auxquelles nous sommes spontanément et rationnellement attachés. Spontanément parce que nous sommes nés dans une société qui fait que nous les trouvons naturels, et rationnellement parce qu'en y réfléchissant, peu de sociétés les respectent aussi bien ou plus mal. Je vous laisse la formule. Alors, pour terminer, les sociétés européennes qui sont vieillissantes du point de vue démographique, c'est pas que ce soit des vieilles sociétés, comme disent nos amis américains, mais ce sont des sociétés où la part des personnes âgées n'a jamais été aussi importante. Et ça a tout de même certaines conséquences sur la manière dont elles conçoivent l'avenir. Elles sont encore riches, très riches, comparées au reste du monde, mais elles sont sur le déclin historique. Avec les grandes découvertes, l'Europe a dominé le monde. Ce n'est évidemment plus le cas depuis que les guerres civiles, la guerre de 30 ans du XXe siècle, où les nations européennes se sont déchirées en entraînant le reste du monde, ont fait que les nations européennes sont désormais au balcon de l'histoire. Mais elles portent, étant donné cette histoire et les valeurs démocratiques, elles portent un projet, elles portent un mode d'existence collective, un manque de mise. Et elles devraient avoir, me semble-t-il,
la volonté de formuler clairement, d'entretenir et de diffuser les valeurs sur lesquelles elles sont fondées. Faute de quoi, leur avenir serait sombre. Il ne faut pas être pessimiste. Dans les années 1930, elles n'ont su ni comprendre le projet éclairien, ni intervenir en 1936, quand il était encore temps, au moment de l'invasion de la Rhénanie, pour marquer à ce moment-là leur volonté de résister. Ensuite, elles n'ont compris qu'avec retard qu'elles étaient menacées à la fois par la menace totalitaire nazisme, mais aussi par la menace totalitaire bolchevique, cette double menace ayant marqué le XXe siècle. Aujourd'hui, bien sûr, le nationalisme est très affaibli dans l'Europe démocratique, et de ce point de vue-là, le projet européen est un succès, puisque nous n'imaginons plus que les armées françaises pourraient traverser le Rhin, autrement que pour aller dans les nightclubs allemands, ou réciproquement. Donc, ce nationalisme historique est affaibli dans l'Europe démocratique, mais il n'est en rien affaibli dans le reste du monde, et même dans la partie orientale de l'Europe, qui vient d'être réunie au projet européen, et dans laquelle l'histoire tourmentée a fait que le nationalisme reste encore très, très fort. Donc il faut espérer que, devant les nouvelles menaces que nous connaissons, ces menaces qui sont tout à fait différentes de celles du passé, mais qui peuvent devenir redoutables si nous ne savons pas leur faire face, il faut espérer que nous serons plus avisés, que nos parents et grands-parents l'ont été, et que nous saurons penser clairement, il faut les penser d'abord, et réagir efficacement, sans pour autant, et c'est là toute la difficulté, trahir les valeurs dont nous nous réclamons. Je conclus pour respecter les 45 minutes qui m'avaient été imparties et dont le général m'avait dit « on parle toujours plus ». Donc je conclus ces analyses forcément rapides, difficiles en 45 minutes, de résumer des sujets sur lesquels on réfléchit depuis de nombreuses années. Je suis partie d'une analyse d'un certain affaiblissement de la cohésion sociale, de la transformation que l'individualisme démocratique apporte aux manières traditionnelles de l'intégration sociale qu'assuraient des institutions fortes. Donc, à partir de cet affaiblissement, on doit s'interroger sur la manière de conserver ou de restaurer la dimension proprement politique de nos sociétés, qui ne doivent pas sombrer dans la seule gestion des questions économiques et la seule protection des marginaux, mais qui doivent maintenir la volonté d'exister politiquement, c'est-à-dire de respecter les institutions politiques qui assurent le respect des valeurs communes, qui permettent de faire des choix collectifs qui ne soient pas simplement l'addition des intérêts personnels, qui montrent le chemin des valeurs et qui les respectent autant que les politiques, comme tous les êtres humains, respectent les valeurs auxquelles on se réfère. Et donc le problème reste la dépolitisation qui menace nos sociétés. Cette dépolitisation, comment la limiter? Comment faire prendre conscience aux démocrates de la chance dont ils disposent de vivre dans des sociétés qui respectent à peu près les valeurs qu'elles proclament, qui ne leur paraissent, et il faut que ces valeurs ne leur paraissent pas évidentes, car après tout, il est bien normal d'être libres et égaux, et ça nous paraît aller de soi. Or, il faut prendre conscience du fait que peu de sociétés ont été organisées sur ce bon principe, et que donc les nôtres méritent d'être défendus. Je vous remercie.
Merci, cher Dominique Schnapper, pour ce brillant exposé, pour avoir respecté les 45 minutes de temps de parole, ce qui va nous permettre d'avoir une discussion longue et approfondie avec le public, car votre exposé pose manifestement beaucoup de questions et ouvre beaucoup de champs de réflexion. Or, il me semble que le sujet qui vous était proposé était vraiment complexe. Vous aviez 3 termes à mettre en parallèle, et si vous deviez choisir entre les 3, il me semble, et votre conclusion confirmait l'impression que j'avais eue, que c'est le terme de volonté politique qui prime. Une volonté politique qui, aujourd'hui, semble être victime de la dépolitisation, non seulement liée à l'individualisme démocratique, mais à la faiblesse des institutions et également à la transformation de l'État-providence qui produit aujourd'hui davantage d'assistance plutôt que de la redistribution. Et donc, à partir de là, vous avez une vision qui est plutôt pessimiste de l'état de notre société actuelle. Vous semblez douter de la capacité d'un rebond de nos sociétés à se repolitiser. Et en ce sens, vous avez une position qui est distincte de celle d'un Michel Serres, qui lui sera beaucoup plus optimiste dans Le Bon Samaritain, enfin Darwin, Bonaparte et le Bon Samaritain. Il nous présente la vision d'un monde qui est plutôt tourné vers la paix, vers une pacification. Vous avez, vous, une vision qui est beaucoup plus tournée vers l'introspection des sociétés démocratiques occidentales, des sociétés dont vous voyez davantage les problèmes, l'incapacité à créer une mobilisation que la possibilité de réagir face aux dangers du monde. Donc, je pense que les questions vont être nombreuses. Nous avons des questions qui proviennent des régions avec lesquelles nous sommes en communication. Je n'inventerai pas les questions. Je vais alterner, dans la mesure du possible, entre les questions que la salle va poser et les questions qui me parviendront. Olivier Revol, bonsoir madame. J'admire beaucoup de vos analyses, vous le savez. Je m'attendais à ce que vous en développiez une ce soir. C'est la suppression de la conscription du service national. Je pense que ça peut être de façon même marginale au cœur de votre sujet. Et je pense que dans cette enceinte même, et même et surtout devant le général Benteja, vous pourriez l'évoquer. Juste un mot sur la comparaison avec Michel Serres. Michel Serres est un scientifique, et donc il est émerveillé, à juste titre, par les progrès scientifiques qui ont eu lieu au cours des 25 dernières années. Et on ne peut que partager son enthousiasme. Mais comment dire, c'est pas un historien. Il ne sait peut-être pas que l'histoire est tragique. Donc, moi, par atavisme, je sais que l'histoire est tragique, donc je suis moins optimiste que lui. Mais j'admire autant que lui les progrès scientifiques. Simplement, dans l'histoire humaine, les progrès scientifiques ont toujours eu une double utilisation, une utilisation merveilleuse de sauver des vies humaines et une utilisation moins convaincante. Alors, le service militaire, oui. J'avais fait partie, je crois que le général a mentionné tout à l'heure, d'un groupe de travail au moment du débat sur la... D'ailleurs, il n'y a pas eu de débat. Au moment du projet de Jacques Chirac de supprimer le service militaire. Alors nous nous sommes réunis à quelques-uns de bons esprits, nous avons eu des discussions intéressantes. La discussion a été prise avant la fin de la commission, donc c'est dire que ça a été sans effet. Et à l'époque, je pense que nous avions formulé le problème pour raisons militaires, pour raisons strictement militaires. Le service, la conscription généralisée et ce qu'elle était devenue à l'époque ne se justifiait pas, mais il est vrai qu'elle avait une fonction d'intégration. Et on pensait, et je continue à le penser, que le rôle premier de l'armée
c'est de défendre le pays plutôt que d'intégrer les populations marginales. Et que d'autre part, une armée professionnelle pourrait avoir, et de façon sans doute plus efficace que le service militaire tel qu'il s'était transformé à cette date, cette fonction d'intégration. Et donc je pense qu'il faut diviser les deux fonctions, et que la fonction militaire doit primer dans l'institution militaire. Et que l'objection qui était le rôle soi-disant intégrateur, qui en fait, dans les faits, n'était pas très grand, puisque tous les diplômés se retrouvaient dans des bureaux à l'époque. Et donc, la fonction traditionnelle de la Troisième République, de l'instituteur en tant que sous-officier, enfin, la mythologie de la Troisième République n'était plus le cas, et en tout cas, que le rôle intégrateur devait être joué par l'école, les institutions, et non pas par l'armée, dont le rôle premier était d'assurer la défense du pays. Ayant fait mon service militaire dans un bureau ici même, je peux confirmer les propos qui viennent d'être tenus. Une question venant de Marc Ambareuil. La baisse de la volonté politique, de la volonté de se défendre, n'est-elle pas une victoire posthume de l'ex-pacte de Varsovie? La solution, une bonne guerre, comme disait ma grand-mère. Non, on peut constater que les guerres ont pour effet d'accroître la cohésion sociale, mais personne ne peut souhaiter une guerre pour autant. Enfin, soyons. Et je pense qu'aucun des militaires ici présents ne dira le contraire. Pour préférer la guerre à la paix. Mais par ailleurs, indépendamment du fait qu'on ne peut que préférer la paix à la guerre, il est vrai que la guerre a un effet sur la cohésion sociale. Mais on peut espérer que d'autres institutions que la guerre pourront avoir cet effet. On a l'habitude de penser que l'esprit de défense devrait se développer au sein... On a l'habitude mal. de penser que l'esprit de défense devrait se développer au sein des institutions de défense, en particulier de l'armée. Quand on vous écoute, on a le sentiment que cet esprit de défense devrait aujourd'hui se développer au sein de l'éducation nationale. Et sinon, pour vous, au sein de quelles autres institutions? Et comment ces institutions pourraient-elles collaborer? Autrement dit, est-ce que vous pourriez être un peu plus précise sur la manière dont vous envisagez une nouvelle mise en œuvre de l'esprit de défense? L'esprit de défense doit évidemment exister à l'intérieur du monde militaire, mais pas seulement, parce que le monde militaire fait partie de la société en général, il n'est pas indépendant de la société et il ne peut pas être trop différent de la société dont il est une des expressions ou une des émanations. Alors, être plus précise sur les mesures qu'il faut prendre, là, vous me posez terriblement une colle, parce qu'autant je peux apporter le résultat de mes réflexions sur la société telle qu'elle est, autant sur les mesures à prendre, je vous le reconnais volontiers, je suis beaucoup plus embarrassée. Et c'est pas seulement dans l'armée que doit se développer l'esprit de défense, c'est tout de même dans toute la nation. Nous sommes dans des sociétés démocratiques. L'armée n'est pas indépendante du reste de la nation, elle doit être reconnue dans son rôle spécifique, mais en même temps, elle est un des éléments de cette nation. Alors, bien sûr, on charge l'école de toutes les fonctions, de tous les espoirs de la société, et elle ne répond que fort partiellement aux différentes tâches qu'on lui donne. Il faudrait, évidemment, développer à l'école le sentiment des valeurs propres aux démocraties, de la relativité des critiques qu'on peut, à juste titre, porter sur la manière dont la démocratie se déroule, et leur donner le sentiment que, quelles que soient les limites, les manquements partiels ou les critiques qu'on peut faire à l'ordre démocratique, il est celui dont il faut défendre les principes et le majeur. C'est dans la réalité, étant donné ce qu'est devenu l'école aujourd'hui en France, c'est très difficile. C'est un milieu très différent et où
je pense qu'on aura beaucoup de peine à diffuser ce sentiment. J'ai participé à plusieurs reprises à des problèmes de ce qu'on appelait autrefois l'instruction civique, qui a pris des tas de noms beaucoup plus compliqués. Le fait même que les programmes, qui étaient pourtant excellents, puisque j'y avais collaboré, ne durent que 4 ou 5 ans, montrait bien qu'ils étaient un échec, et on se disait on va refaire un programme. On a refait des programmes. C'est difficile de demander à des enseignants, à des jeunes enseignants qui aujourd'hui de plus en plus participent de cet esprit de relativité et de tolérance généralisée, de prendre conscience de la chance dont ils sont les bénéficiaires. Je crois que c'est difficile, je ne sais pas comment il faut faire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai totalement échoué par ma collaboration à des programmes d'instruction civique. 2 questions liées à l'Europe. La première venant du Luxembourg. Est-ce que l'Europe, en mettant beaucoup trop l'accent sur les questions économiques, n'a pas amplifié l'effet de dépolitisation alors qu'elle devrait être un réel moteur, notamment franco-allemand, avec une France politiquement forte? Et une question venant de Roubaix. Le nationalisme historique est-il vraiment en déclin en Europe? Oui, alors, je peux dire, c'est plutôt une très bonne réflexion, plutôt une très bonne question. Personnellement, à l'origine, le projet européen était un vrai projet politique. Il s'agissait, après la Seconde Guerre mondiale, de rassembler les pays qui s'étaient fait la guerre et qui avaient abouti aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de plus retrouver ces conditions. Et les premiers penseurs de l'Europe avait un projet proprement politique. J'attribue beaucoup d'importance à l'échec de la CED en 1954, parce que l'armée commune qu'on aurait pu construire à ce moment-là aurait été vraiment le premier instrument de la création d'un espace proprement politique. Or, l'échec de la CED, par la faute de la France, qui a voté contre, a fait que les militants européens, imprégnés du marxisme ambiant de l'époque, se sont dit, puisqu'on ne peut pas faire des institutions politiques, 54, vous voyez, le vote du Parlement, c'est de l'été 54, c'était 9 ans après la fin de la guerre. Et je me souviens encore de la campagne, alors quoi, le troufion français va avoir un capitaine allemand. Ça remettait en question toute une conception qui était encore très, très vivante à l'époque. Donc les militants européens se sont dit, puisqu'on ne peut pas avoir des institutions proprement politiques, dont l'armée aurait été le premier instrument, faisons une Europe économique et sociale, et le politique sortira de l'économique et social. Or, le politique ne sort pas de l'économique et social. On a fait donc une Europe économique et sociale avec énormément d'échanges économiques, avec une protection sociale proche, en tout cas dans les pays de l'Ouest. Donc on a fait quelque chose comme une... Mais de cette réalité économique et sociale n'est pas sortie une volonté politique parce que ce n'est pas de même nature. Et du coup, effectivement, comme la personne qui a écrit l'a dit, l'Europe a eu pour effet pervers, c'est-à-dire regrettable et involontaire, d'accentuer la dimension proprement économique et sociale de la vie collective aux dépens de la volonté politique. Oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Jean-François Harel, conseiller municipal à Villejuif. Juste 2 commentaires. Le premier, c'est que vous n'avez pas évoqué dans le domaine de l'État-nation les 3 fondamentaux qui font le groupe, qui font le peuple. C'est le bien, le beau et le vrai. D'où la réflexion que tout le monde reconnaîtra. Qu'est-ce que vérité en deçà des Pyrénées et mensonge au-delà? Et aujourd'hui, le système est en train de lever toutes les frontières pour faire qu'il n'y ait plus aucune cohérence et pour avoir juste 8 ou 9 milliards de consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Et effectivement, pour en faire partie, le politique a totalement abandonné et ne nous défend plus. Aujourd'hui, ils occupent des strapontins et le seul gardien aujourd'hui, c'est effectivement l'armée. Et la cohésion nationale a été détruite une fois qu'on a enlevé le service militaire, puisque j'ai été élevé par un grand-père et un père qui ont fait le service militaire et qui ont fait la guerre. Et depuis, les générations qui arrivent ne savent même plus ce que c'est. Donc c'est très difficile de leur demander d'avoir un respect. La deuxième question, c'est dans votre présentation, vous avez dit qu'on n'a jamais été aussi riche. Le problème de fond,
c'est qu'on n'a jamais été aussi riche, c'est faux, parce que la richesse n'est qu'un regard. Et aujourd'hui, si vous allez sur le site The Economist, vous regardez sur State Debts, vous avez un compteur qui tourne, vous faites le calcul vous-même, vous verrez que la dette cumulée de tous les États du monde augmente de 240 milliards de dollars chaque mois. Donc qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cette dérive, complétée aujourd'hui par une déclaration de 15 000 scientifiques qui ont dit ce qu'on a dit en 92, on va dans le mur, qu'est-ce qu'on fait pour s'arrêter? Merci pour votre question. Vous pouvez choisir parmi les deux questions qui vous sont posées. Heureusement, dans mon métier, j'ai eu des séminaires avec des étudiants qui proposaient aussi de grandes questions à résoudre que je n'ai pas les moyens de résoudre en quelques minutes. Alors, le début de votre intervention portait sur la relativité des cultures, hein, vérité en deçà des Pyrénées, au-delà. Alors, la relativité des cultures, nous sommes tous d'accord, je veux dire, c'est une constatation, et les anthropologues et les rationalistes, les démocrates savent qu'il y a une relativité des cultures. La question, c'est de savoir si cette relativité est elle-même relative ou absolue. C'est-à-dire s'il y a une telle relativité que nous ne pouvons pas nous comprendre d'une culture à l'autre, ou bien si cette relativité s'inscrit dans le monde commun de l'humanité à titre d'horizon, et si elle n'interdit pas des relations interpersonnelles, soit entre les personnes, soit entre les sociétés qui sont de cultures différentes. Alors, personnellement, je suis pour la relativité de la relativité, c'est-à-dire que je pense que, quelles que soient les différences de culture, pour prendre un exemple sur lequel nous serons tous d'accord, l'excision des petites filles est un mal, parce qu'elle renvoie les petites filles à leur biologie et ne respecte pas leur liberté. Et donc je pense que par-delà la relativité des cultures, il existe un horizon universel de l'humanité qui est le respect de la liberté des hommes et des femmes. S'agissant du service militaire et de vos parents et grands-parents qui ont fait leur service militaire, je ne sais pas si c'est pas ils ont fait leur service militaire, mais ils ont fait aussi la guerre. Donc en 1990, la question n'était pas la guerre, c'était le service militaire tel qu'il était devenu. Et s'il avait eu des effets bienfaisants, c'était sans doute dû plutôt à l'expérience de la guerre qu'au service militaire en lui-même. Quant à la dette, je n'y comprends rien. Je ne comprends pas comment on peut avoir autant de dettes. Il faut que vous demandiez à un économiste. Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Parce que je ne suis pas compétente. Pas que je ne veuille pas, simplement je ne suis pas compétente. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce que j'ai compris de la dette, c'est que nous la reportons sur nos descendants, hein, sur nos enfants et nos petits-enfants. Et là, je crois que nous avons un exemple du dévoiement de ce que peut être la vie politique, qui ne veut pas nous ennuyer, nous, et qui reporte sur les suivants la charge de nos dettes, parce qu'il n'a pas le courage de l'expliquer. Voilà. Donc ça, je crois que j'ai compris, c'est que la dette pèsera sur nos descendants, et que nous ne voulons pas le savoir et nous ne voulons pas le dire. Ça, c'est pas bien. Une question de l'Université de Bordeaux. Le développement de l'esprit de défense est-il compatible avec la création d'une armée européenne, une force d'intervention défendue par Emmanuel Macron à la Sorbonne en septembre dernier? Donc vous attendez le président de la République, vous attendez les effets de sa politique. Qu'est-ce que vous envisagez sur ce point? Écoutez, moi je vous ai dit le rôle historique et néfaste à mon sens de l'échec de la CED en 1954. Comme le temps a passé, on peut penser que de créer une armée européenne deviendra aujourd'hui effectivement l'instrument de la constitution d'un espace politique européen. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait un affaiblissement de la citoyenneté au niveau national, là où elle s'exerce, et qu'elle ne se reconstruise pas au niveau européen. J'ai dit tout à l'heure que la citoyenneté en elle-même pourrait parfaitement s'exercer au niveau européen. Encore faut-il que les Européens reconnaissent la légitimité des institutions européennes
par lesquels il pourrait être gouverné. Or, pour l'instant, qui connaît les institutions européennes, qui vote pour les institutions européennes, qui considère comme légitimes les décisions prises par les institutions européennes. C'est-à-dire qu'il n'existe pas encore, ou pas, enfin il n'existe pas en tout cas, un peuple au sens politique du terme européen. Et je vois le risque que les institutions européennes, ayant beaucoup joué les régions contre l'État national, aient eu pour effet d'affaiblir l'État national où règne, où s'exerce encore la citoyenneté, sans pour autant la construire au niveau supranational. Et là, il y aurait vraiment un risque parce que c'est un affaiblissement général de la citoyenneté. J'ai énormément de questions, donc si vous pouvez être très bref dans l'énoncé de votre question. Bonjour François Stoft. Alors, moi j'ai l'impression que vous parlez de coïncidence entre nationalité et citoyenneté, et vous dites que la religion séculière ont disparu, et j'ai l'impression que c'est une caractéristique française que vous avez l'air d'attribuer à l'ensemble des pays avancés. Or, moi il me semble que la France est probablement l'un des seuls pays où il y a une coïncidence entre la nationalité et la citoyenneté. D'ailleurs, tous nos voisins, vous prenez l'exemple, l'exemple de l'Espagne est très intéressant. L'Espagne est un État multinational. Vous avez un citoyen espagnol, peut être de nationalité catalane, il peut être de nationalité basque. Vous prenez un citoyen britannique, il peut être de nationalité anglaise. D'ailleurs, les supporters de football le savent très bien. L'équipe nationale d'Angleterre joue contre l'équipe nationale d'Écosse. Donc, vous avez, la plupart des États sont des États multinationaux. Alors, je ne parle pas du cas de l'Afghanistan, qui est un truc terrible, mais par exemple, prenez l'exemple de l'État russe. L'État russe, un citoyen russe peut être de nationalité juive, par exemple. Juif est une nationalité en Russie. Il peut être de nationalité allemande, par exemple. Alors vous prenez le cas de l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est un citoyen israélien, il peut être de nationalité juive, il peut être de nationalité arabe, et ce sont des définitions parfaitement définies de façon administrative. Inversement, vous avez des nations qui sont multi-étatiques. Donc, si vous voulez, cette espèce de fantasme de l'État-nation, ça me paraît un fantasme typiquement français, et j'aimerais bien savoir si dans le monde, il y a un autre État où il y a comme ça... Vous prenez la Belgique. La Belgique, vous avez 3 nations. Pouvez-vous, s'il vous plaît, couper. Juste une dernière chose sur la religion. Le fait que vous dites que la religion a disparu de l'État, ça c'est encore typiquement français. Le chef religieux de l'Angleterre, c'est la reine d'Angleterre. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans votre question déjà. Mais l'ambassade de Suède, le conseiller culturel de l'ambassade de Suède, c'est le prêtre de l'église suédoise. Bon. Donc ce qui est français n'est pas vrai pour les autres pays. Là aussi, c'est pas simple. Le principe des nationalités, quand on a reconstruit l'Europe en 1919, on l'a reconstruit selon le principe qu'on appelait alors le principe des nationalités. Aujourd'hui, on parle de nationalisme, qui consiste à faire coïncider l'organisation politique avec la société au sens culturel du terme. Cela dit, le principe de l'État-nation qui voudrait, selon lequel toute nation doit disposer de l'indépendance politique, c'est ça le principe de l'État-nation. C'est l'idée que toute nation doit disposer de l'indépendance politique. Et c'est le principe qui a été adopté pour reconstruire l'Europe à la fin des empires, de l'empire des Habsbourg, de l'empire turc en 1919. Cela dit, ça a toujours été un principe et ça n'a jamais décrit la réalité. Parce que ce que vous dites à propos de différents pays, c'est-à-dire que l'État national a toujours regroupé des populations d'origine différentes. Et c'est vrai pour la France comme pour les autres pays. Ce qui est vrai, c'est que la France a plus parlé de l'unité nationale que d'autres pays. Et Fernand Braudel vous dirait qu'elle en a d'autant plus parlé qu'elle était particulièrement diverse. Et que l'État national français a imposé une unification à des populations extrêmement diverses. Et quel que soit l'État que vous preniez, il réunit toujours des populations différentes.
Il faut se méfier de ces termes citoyenneté et nationalité. Pour prendre l'exemple israélien, qui est un exemple qui montre bien la difficulté, la tension qui ne peut pas ne pas exister entre des identifications particulières et l'organisation politique. Les immigrants ont voulu construire un État juif qui fut aussi un État démocratique, moyennant quoi 20% de la population israélienne n'est pas juive et une autre partie n'est pas reconnue par le rabbinat. Donc c'est compliqué parce que ça fait des relations compliquées. Vous avez des citoyens chrétiens, des citoyens israéliens chrétiens, des citoyens arabes. Mais ce ne sont pas des nations différentes dans le sens de nations reconnues par l'ordre international. Donc vous jouez dans votre intervention un peu sur les différents sens du mot nation. Par État-nation, j'entendais les nations reconnues, elles sont combien maintenant, 195 ou 16 nations reconnues par l'ordre international qui ont pour principe de correspondre à des identifications particulières. Alors elles correspondent plus ou moins bien ou plus ou moins mal, et pour l'instant plutôt mieux en France qu'en Espagne ou au Royaume-Uni. Vous avez soulevé un autre problème qui est le rapport avec la religion. Toutes les sociétés démocratiques sont fondées sur un principe de séparation du politique et du religieux. Cela dit, toute séparation implique aussi collaboration. Il y a collaboration avec les églises et les groupes religieux, et selon l'histoire, cette séparation-collaboration prend des formes extrêmement différentes. La reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, les Suédois ont eu une religion d'État jusqu'en l'an 2000, et le président américain prête serment sur la Bible. Enfin, on pourrait multiplier les exemples pour montrer que la laïcité française n'est pas le seul modèle de séparation du politique et du religieux. D'une part, la laïcité française implique des négociations et des collaborations avec les églises et les groupes religieux, et d'autre part, à cause de l'histoire que nous connaissons, de l'histoire révolutionnaire, de la manière révolutionnaire dont est née la modernité politique, elle est plus séparée que dans certains autres pays. Mais ce qui est commun à tous ces pays, c'est qu'on est également citoyen, quelle que soit sa religion d'origine, de pratique ou sa non-religion. Parce que ça, c'est un principe fondateur de l'ordre démocratique, et ça, il est commun à toutes les démocraties. Sinon, on sort de l'ordre démocratique et on entre dans les régimes théocratiques. Je crois d'ailleurs que le président de la République vient d'accepter son titre de chanoine de Saint-Jean de... Oui, ça c'est du folklore historique. Alors, une question de l'Université de Bordeaux. L'ASEAN n'est pas née d'une guerre. L'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, et ce qui conduit notre correspondant à s'interroger sur les comportements, sur les théories occidentalo-centrées. Est-ce que votre propos est applicable en Asie et en Afrique, ou est-ce que vous travaillez en tant que sociologue quasiment exclusivement sur l'Europe et plus particulièrement la France? Écoutez, je travaille sur les démocraties. Alors, ça limite évidemment mon champ. Je crois que vous avez... Donc je ne travaille pas sur la Chine. Je n'ai rien à dire sur la Chine. Madame. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste si vous intervenir. Pouvez vous présenter, merci. Oui. Alors, oui, je suis Madame Verfailly. Je suis une géographe, voilà. Et donc, j'ai déjà suivi des conférences de Madame Schnapper. Et là, je voudrais juste revenir sur une expression qu'elle a employée plusieurs fois et qui a été reprise par monsieur à côté, sur l'individualisme démocratique. Alors, accoler les deux mots individualisme et démocratique, n'est-ce pas un oxymore? J'aimerais bien, parce que ce serait intéressant, mais franchement, non. C'est-à-dire que la société est formée d'individus citoyens. Si vous comparez aux sociétés d'Ancien Régime, on était défini par son appartenance à un groupe particulier, à une corporation particulière ou une région particulière. En fondant la légitimité du régime démocratique sur la citoyenneté individuelle, on renvoie à
à ce qui risque d'être la dérive vers l'individualisme des citoyens. Et la sociologie est née de cette interrogation. Comment peut-on faire une société, c'est-à-dire établir des liens entre les hommes, leur permettre leur collaboration, leur partage de valeurs et d'actions, si ils sont individuellement des citoyens, c'est-à-dire si on leur reconnaît dans leur individualité de citoyens. Donc je pense qu'il y a que la démocratie est fondée sur l'idée de la légitimité du citoyen en tant que tel, et qu'on ne peut que s'interroger sur la manière dont ces individus peuvent malgré tout constituer une société qui soit vivante et qui soit active. Une question qui nous vient de nouveau du Nord. L'esprit de défense est-elle une fonction régalienne ou l'expression d'une conscience collective? Dans la deuxième perspective, quelles seraient les instances possibles pour favoriser cette émergence? Les deux. Elle est à la fois l'expression d'une conscience collective et une fonction régalienne, puisque la volonté politique et la décision politique et l'action politique sont par nature précisément régaliens. Nous allons peut-être prendre 2 dernières questions dans la salle. Madame, là-bas. Bonsoir, Madame Kerzazi, je suis doctorante en sciences politiques. Vous attachez tout à l'heure en fait votre propos à l'intégration en fait des générations qui sont issues de l'immigration. Moi, je pense que non. Ce problème ne concerne pas que les générations issues de l'immigration, mais plutôt, en fait, ça concerne tous les Français, ou toute personne vivant en France. Aujourd'hui, moi, je travaille sur la lutte contre le terrorisme et la criminologie qui touche beaucoup les jeunes. Je me rends compte, en fait, plus j'avance dans mes travaux, plus je me rends compte qu'il faut travailler sur la lutte contre cette infra-citoyenneté qui nous touche tous. Toute personne qui vit en France. Et c'est très important. Il faut aussi travailler sur l'engagement de toute personne vivant en France. Attacher encore une fois la citoyenneté, non pas à une personne qui porte la nationalité française, mais qui vit sur le sol français. Merci beaucoup. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que j'ai écrit tout un livre dont le thème essentiel est le problème de l'intégration n'est pas le problème des immigrés et de leurs descendants, mais c'est le problème de la société française tout entière. Donc, je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Général Benteja. Général Benteja, je voudrais simplement vous poser une question. Il y a un mot que vous n'avez pas employé, le terme de souveraineté. C'est un terme qui a été employé récemment par le président de la République, qui a parlé de souveraineté européenne. Alors, par rapport à votre analyse, comment est-ce qu'on peut concevoir une souveraineté européenne aujourd'hui? Je n'ai pas assez lu le président de la République, puisqu'on me cite des choses que je n'ai pas lues. Écoutez, on peut parfaitement imaginer que la souveraineté nationale soit construite au niveau européen. Ce qu'on peut simplement constater, c'est que ce n'est pas le cas pour l'instant. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Ceux qui restent souverains, c'est les États. Les institutions européennes n'exercent pas une souveraineté, puisque les grandes décisions sont prises par les conseils des ministres, c'est-à-dire par les ministres nationaux, et ne sont pas prises au niveau européen. Alors, si on lit avec suffisamment près le discours du président de la République, il souhaite construire au niveau européen, mais il a fallu des siècles pour construire les nations. Je pense qu'il faudra beaucoup de temps pour que la légitimité politique, qui est déjà affaiblie au niveau national, puisse être assez puissante pour se construire au niveau européen sans que les peuples y soient contraints par la défaite et par les guerres.
J'aurais une dernière question à laquelle je ne vous demanderai pas de réponse. Elle nous provient du Luxembourg. Le territoire français s'est constitué beaucoup plus et plus durablement par la politique des mariages royaux de l'Ancien Régime que par des conquêtes territoriales. Comment recréer aujourd'hui ce sentiment d'union? Le mariage européen est-il la solution? Donc, je vous remercie pour cet exposé brillant qui a nourri de nombreuses interrogations, qui nous ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Nous replongeons dans une réflexion concernant la publication d'un nouvel opuscule sur l'esprit de défense, et votre exposé aujourd'hui nous ouvre des pistes. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Donc, nous vous donnons à tous rendez-vous le 11 décembre pour les 3e lundis de l'IHEDN. Nous vous communiquerons d'ici à quelques jours le nom du prochain intervenant. Merci pour votre présence.